Il y avait une fois une petite grand-mère, plus vieille que les pierres. Elle vivait avec son troupeau d'oies dans un coin perdu entre des montagnes où elle avait une petite maison. L'endroit était entouré d'une grande forêt et chaque matin, la vieille attrapait sa béquille et s'en allait au bois d'un pas branlant. Une fois là, la petite grand-mère s'activait, bien plus qu'on ne l'aurait cru à voir son grand âge. Elle ramassait de l'herbe pour ses oies, cueillait des fruits sauvages aussi haut qu'elle pouvait atteindre avec ses vieilles mains, et rapportait tout cela sur son dos. On aurait pu croire qu'elle allait succomber sous un pareil fardeau. Mais non, elle réussissait toujours à le rapporter au logis. Quand elle rencontrait quelqu'un, elle le saluait de façon très amicale. « Bonjour compère, beau temps n'est-ce pas ?» « Ah, cela vous étonne que je traîne tout ce chargement. Mais que voulez-vous? Il le faut bien. À chacun son fardeau, comme on dit. » Pourtant, les gens n'aimaient pas à la rencontrer. Ils préféraient faire un détour. Et si un père passait près d'elle avec son petit garçon, il lui disait tout bas: « Prends garde à la vieille, elle a plus d'un tour dans son sac. C'est une sorcière. » Un matin, un beau jeune homme était en train de traverser la forêt. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, un vent frais soufflait dans les feuilles. Aussi, le jeune homme était-il en joie et de belle humeur. Il n'avait pas encore rencontré âme qui vive, quand tout à coup, il aperçut la vieille, à genoux, coupant de l'herbe avec sa faucille. Elle en avait déjà amassé toute une charge dans son sac, et à côté d'elle, il y avait 2 grands paniers tout remplis de poires et de pommes sauvages. « Eh bien, petite mère, Lui dit-il, comment comptez-vous porter tout ça ?»« Il le faut bien, mon bon monsieur. Les fils de riches n'ont point ce souci. Mais aux paysans, on lui dit, quand on est bossu comme toi, on ne regarde que devant soi. Voulez-vous m'aider? Vous avez encore les épaules droites et de bonnes jambes. Ce sera peu de choses pour vous. D'ailleurs, ma maison n'est pas loin. Elle se trouve juste là, dans la clairière, derrière la montagne. C'est à un saut d'ici. » Le jeune homme eut pitié de la vieille et lui dit: « Il est vrai que mon père n'est pas paysan, mais comte, et qu'il fait partie des riches. Pourtant, afin que vous voyiez que les paysans ne sont pas les seuls à pouvoir porter un fardeau, je vais me charger du vôtre. » Puisque vous le proposez, j'accepte avec plaisir. Ça vous fera 1 heure de marche. Mais qu'est-ce que c'est pour vous? Vous allez aussi me porter les poires et les pommes tant que vous y êtes. Quand il entendit parler d'1 heure de marche, le jeune comte voulut réfléchir. Mais la vieille ne lui en laissa pas le temps. Elle fixa le gros ballot d'herbe sur son dos et pendit à ses mains les 2 paniers. Vous voyez, cela ne pèse rien. « Oh, pardon! Oh, cela pèse affreusement! Reprit le comte en faisant la grimace. Oh, le ballot m'écrase tellement qu'on dirait qu'il est rempli de gros moellons. Et les pommes et les poires sont lourdes comme du plomb. C'est à peine si je peux respirer. » Il avait envie de tout reposer par terre. Mais la vieille l'en empêcha. Voyez-vous ça? Ce jeune homme ne peut pas porter ce qu'une vieille femme comme moi transporte tous les jours. Il se déclare tout prêt à vous aider en vous tenant de beaux discours, mais quand il s'agit de s'y mettre, il n'y a plus personne. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? En avant, marche! Personne ne va porter le fardeau à votre place. Tant qu'on fut sur du plat, ce fut supportable. Mais quand ils eurent atteint la montagne, et qu'il fallut monter, avec les cailloux qui roulaient sous ses pieds comme s'ils eussent été doués de vie, ce fut au-dessus de ses forces. Des gouttes de sueur, tantôt brûlantes, tantôt glacées, perlaient à son front et dégoulinaient le long de son dos. « Petite mère, je n'en peux plus. Je vais me reposer un peu. » Pas maintenant. Quand nous serons arrivés, vous pourrez vous reposer.
Pour l'instant, il faut avancer. Qui sait, c'est peut-être pour votre bien. Vieille femme, tu te moques de moi. dit le comte. Il voulut jeter bas son fardeau, mais il se démena en vain. Le sac était si bien fixé qu'on aurait dit qu'il ne faisait qu'un avec son dos. Il avait beau se tourner et se retourner, il lui était impossible de se dégager. Cela mettait la vieille en joie. Elle riait et gambadait autour de lui en s'appuyant sur sa béquille. Ah, par tous les diables. Ne vous fâchez pas, cher monsieur. Vous voilà rouge comme un coq. Portez votre fardeau patiemment. Quand nous serons arrivés à la maison, je vous donnerai un bon pourboire. Que pouvait-il faire? Il était bien obligé de supporter son sort et de cheminer patiemment derrière la vieille. Elle semblait de plus en plus leste, et le fardeau de plus en plus lourd. Tout d'un coup, elle fit un bond, sauta sur le sac et s'assit dessus. Elle avait beau être maigre comme un clou, elle pesait plus lourd que la plus costaude des filles de ferme. Les genoux du jeune homme tremblaient, mais quand il cessait d'avancer, la vieille lui donnait des coups de baguette et lui cinglait les mollets avec une poignée d'ortie. Il gravit tout gémissant la montagne, et au moment où il allait s'écrouler, il atteignit enfin la maison de la vieille. Quand les oies aperçurent leur maîtresse, elles se mirent à battre des ailes et coururent au-devant d'elle, le cou tendu en poussant leurs cris. « Ca, ca, ca !» Derrière le troupeau, une badine à la main, marchait un vieux laidron, une espèce de vilaine créature toute noiraude, quoique grande et solide. « Mère, Dit le laidron à la vieille. vous est-il arrivé quelque chose? Vous êtes restée absente bien longtemps. » Pas du tout, ma petite fille. Il ne m'est rien arrivé de fâcheux. Au contraire, ce bon monsieur que tu vois là m'a porté mes sacs. Et encore, comme j'étais fatiguée, il m'a prise moi-même sur son dos. Le chemin ne nous a pas paru long du tout. Nous nous sommes bien amusés et nous avons passé notre temps à nous raconter des blagues tous les deux. La vieille se laissa glisser à terre, prit le ballot sur le dos du jeune homme, lui ôta les paniers des mains, le regarda gentiment et lui dit « Maintenant, asseyez-vous sur le banc devant la porte et reposez-vous. Vous avez bien gagné votre salaire, allez. On ne va pas vous en priver. » Puis elle dit à la gardeuse d'oie. Rentre à la maison, ma petite fille. Il n'est pas convenable que tu restes seule avec un jeune homme. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, il pourrait tomber amoureux. Le comte ne savait s'il devait rire ou pleurer, Tu parles d'un trésor. songea-t-il. Même avec 30 ans de moins, mon cœur ne risquerait pas de s'emballer. Cependant, la vieille choyait et caressait ses oies comme des enfants. Puis elle rentra avec la fille dans la maison. Le jeune homme s'étendit sur le banc sous un pommier sauvage. L'atmosphère était douce et tiède. Autour de lui s'étendait une verte prairie, parsemée de primes verts, de thym sauvage et de 1000 autres fleurs. Au milieu murmurait un clair ruisseau qui scintillait au soleil. Les oies blanches se promenaient de ci de là sur les bords ou plongeaient dans l'eau. Cet endroit est délicieux, Dit-il. mais je suis si fatigué que je ne puis pas tenir les yeux ouverts. Je vais dormir un peu. Pourvu qu'un coup de vent ne vienne pas m'emporter les jambes, je les sens molles comme du coton. Quand il eut dormi un moment, la vieille vint et le réveilla en le secouant. Lève-toi, tu ne peux pas rester ici. Je t'ai pas mal tourmenté, c'est vrai, mais tu n'es pas mort pour autant. Je vais te donner ton salaire. Tu n'as pas besoin d'argent ni de biens, alors je vais t'offrir autre chose. En disant cela, elle lui mit en main une petite boîte taillée dans une seule émeraude. Garde-la bien. Elle te portera bonheur. Le comte sauta sur ses pieds, et comme il se sentait à nouveau dispos et en possession de toutes ses forces, il remercia la vieille de son présent et se mit en route, sans jeter un seul regard à la belle petite demoiselle. Il était déjà à quelque distance qu'il entendait encore dans le lointain le cri joyeux des oies. Le comte erra 3 jours dans la solitude avant de pouvoir retrouver son chemin.
Enfin, il arriva à une grande ville, et comme il n'y était connu de personne, on le conduisit au palais, où le roi et la reine étaient assis sur un trône. Le jeune homme mit un genou en terre, tira de sa poche la boîte en émeraude et la déposa aux pieds de la reine. Elle le pria de se relever et de lui présenter la boîte. Mais à peine l'eut-elle ouverte et eut-elle regardé à l'intérieur, qu'elle tomba à terre comme morte. Le jeune comte fut saisi par les serviteurs du roi, et il allait être conduit en prison, quand la reine ouvrit les yeux et ordonna qu'on le laissât libre et que chacun sortît, car elle souhaitait l'entretenir en secret. Quand la reine fut seule, elle se mit à pleurer amèrement et dit : « De quoi me servent l'éclat et les honneurs qui m'entourent ? Tous les matins, je m'éveille dans les soucis et l'affliction. J'ai eu 3 filles, dont la plus jeune était si belle que tout le monde la regardait comme une merveille. Elle était blanche comme la neige, rose comme la fleur du pommier, et ses cheveux brillaient comme les rayons du soleil. Quand elle pleurait, ce n'étaient pas des larmes qui tombaient de ses yeux, mais de véritables perles et des pierres précieuses. Lorsqu'elle fut arrivée à l'âge de 15 ans, le roi fit venir ses 3 filles devant son trône. Vous auriez dû voir les yeux des gens lorsque la plus jeune fit son entrée. On aurait cru voir le soleil se lever. Mes filles, je ne sais pas quand viendra mon dernier jour. Je voudrais décider dès aujourd'hui de ce que chacune de vous recevra après ma mort. Vous m'aimez toutes les 3. Mais c'est celle qui m'aime le mieux qui aura la meilleure part. À coup sûr, père, c'est moi qui vous aime le mieux. Non, voyons, c'est moi. Non, c'est moi. Seriez-vous capable d'exprimer la manière dont vous m'aimez? Je saurais ainsi quels sont vos sentiments. Moi, j'aime mon père comme la plus douce des sucreries. Moi, j'aime mon père comme le plus beau de mes atours. Et toi, ma petite chérie, tu n'as encore rien dit. Comment m'aimes-tu? Je ne sais pas. Il n'y a rien avec quoi je puisse comparer mon amour. Cherche bien. Trouve quelque chose. Le meilleur mets n'a pas de goût sans sel. Eh bien, j'aime mon père comme le sel. Comme le sel? Tu m'aimes comme le sel? Puisque tu m'aimes comme le sel, c'est avec du sel que je récompenserai ton amour. Qu'on lui attache immédiatement un sac de sel sur le dos et qu'on l'emmène dans la forêt. Je ne veux plus la voir. Quant à mon royaume, il ira à mes 2 aînés. Nous avons tous pleuré et prié pour elle. Il n'y a pas eu moyen d'apaiser la colère du roi. Comme elle a pleuré quand il lui a fallu nous quitter, toute la route était semée des perles qui tombaient de ses yeux. Le roi n'a pas tardé à se repentir de sa dureté et a fait chercher la pauvre enfant dans toute la forêt, mais personne n'a pu la trouver. Quand je pense que les bêtes sauvages l'ont peut-être dévorée, je n'en puis plus de douleur. Parfois, je me console en me disant qu'elle vit peut-être encore, qu'elle s'est cachée dans une caverne ou qu'elle a trouvé une retraite chez des gens charitables. Mais figurez-vous que, lorsque j'ai ouvert la boîte d'émeraude, il y avait à l'intérieur une perle toute semblable à celle qui tombait des yeux de ma fille. Imaginez combien mon cœur a frémi à cette vue. Il faut que vous me disiez comment vous êtes entré en possession de cette perle. Le comte lui raconta qu'il la tenait d'une vieille femme de la forêt, qui ne lui paraissait guère recommandable, et qui devait être une sorcière, mais qu'il n'avait rien vu ni entendu qui eût un rapport avec sa fille. Le roi et la reine prirent la résolution d'aller trouver la vieille. Ils pensaient que là où s'était trouvée la perle, là, ils pourraient obtenir des nouvelles de leur enfant. Là-bas, dans sa solitude, la vieille était assise à son rouet et filait. Il faisait déjà sombre, et un copeau qui brûlait dans l'âtre répandait une faible clarté. Tout à coup, un bruit se fit entendre au dehors.
Les oies revenaient de la lande et rentraient à la maison en poussant leurs cris rauques. Bientôt après, la fille entra à son tour. La vieille la salua à peine et se contenta de hocher un peu la tête. La fille s'assit près d'elle, prit son rouet et tourna le fil aussi légèrement qu'une jeune fille aurait pu le faire. Elles restèrent ainsi assises pendant 2 heures, sans dire un mot. Enfin, il y eut un bruissement près de la fenêtre, et 2 yeux étincelants flamboyèrent dans la nuit. C'était une vieille chouette qui cria 3 fois. La vieille leva à peine les yeux et dit « Il est temps, petite fille, que tu sortes accomplir ta tâche. » La fille se leva et sortit. Où allait-elle donc? Loin, bien loin dans la prairie, jusqu'à la vallée. Enfin, elle arriva au bord d'une fontaine, près de laquelle se trouvaient 3 chênes. Cependant, la lune était montée, ronde et pleine au-dessus de la montagne, et il faisait si clair qu'on eût pu repérer une épingle. Elle enleva une peau qui couvrait son visage, se pencha vers la fontaine et commença à se laver. Quand elle eut fini, elle plongea également la peau dans l'eau de la source et l'étendit sur l'herbe pour qu'elle blanchît et séchât au clair de lune. Mais comme la fille avait changé, jamais vous ne sauriez rien voir de semblable. Quand sa tresse grise se fut détachée, ses cheveux d'or ruisselèrent tels des rayons de soleil et s'étendirent comme un manteau sur toute sa personne. Ses yeux étincelaient, aussi brillants que les étoiles dans le ciel, et ses joues avaient l'éclat doucement rosé de la fleur du pommier. Mais la belle jeune fille était triste. Elle s'assit et pleura amèrement. Les larmes tombaient l'une après l'autre de ses yeux et roulaient entre ses longs cheveux jusqu'à terre. Elle était là et serait demeurée ainsi longtemps si le bruit de quelques branches qui craquaient dans un arbre voisin ne fût arrivé à ses oreilles. Elle bondit comme un chevreuil au son du fusil. Tandis qu'un nuage sombre passait devant la lune, la jeune fille enfila prestement la vieille peau et disparut comme une lumière soufflée par le vent. Tremblant comme la feuille du peuplier, elle courut jusqu'à la maison. La vieille était debout à la porte, et la jeune fille voulut lui conter ce qui lui était arrivé. Mais la vieille sourit gentiment et dit « Je sais déjà tout. » Elle la conduisit dans la chambre et alluma d'autres copeaux. Mais elle ne se rassit pas près de son rouet. Elle prit un balai et commença à balayer et à épousseter. « Tout doit être propre et net ici. » dit-elle à la jeune fille. Mais ma mère, pourquoi entreprendre ce travail à une heure si avancée? Qu'avez-vous à l'esprit? Sais-tu l'heure, ma chère enfant? Il n'est pas encore minuit, mais il est 11 heures passées. Ne songes-tu pas qu'il y a aujourd'hui 3 ans que tu es venu chez moi? Ton temps est fini. Nous ne pouvons plus rester ensemble. La jeune fille fut tout effrayée et dit « Ah, chère mère, voulez-vous me chasser? Où irai-je? Je n'ai point d'amis, point de patrie vers qui je puisse me tourner. J'ai fait tout ce que vous avez voulu et vous avez toujours été contente de moi. Ne me renvoyez pas. » La vieille ne voulait pas dire à la jeune fille ce qui allait lui arriver. Je ne peux rester ici plus longtemps. Mais quand je quitterai ce logis, il faut que la maison et la chambre soient propres. Ne m'arrête donc point dans mon travail. Pour toi, sois sans inquiétude, tu trouveras un toit où tu pourras habiter et tu seras contente également de la récompense que je vais te donner. Mais dites-moi ce qui va se passer. Je te le répète, ne me dérange pas dans mon travail. Ne dis pas un mot de plus. Va dans ta chambre, quitte la peau qui couvre ta figure et prends ta robe de soie que tu portais quand tu es venu chez moi. Puis reste dans ta chambre jusqu'à ce que je t'appelle. Mais revenons au roi et à la reine,
qui était parti avec le comte pour aller trouver la vieille dans sa solitude. Le comte s'était trouvé séparé d'eux pendant la nuit et avait dû continuer sa route tout seul. Le lendemain, il lui sembla qu'il était sur la bonne route. Il marcha donc jusqu'au crépuscule, puis il monta sur un arbre pour y passer la nuit, car il craignait de s'égarer. À la lumière du clair de lune, il aperçut une silhouette qui descendait la montagne. Quoiqu'elle n'eût point de baguette à la main, il reconnut la gardeuse d'oie qu'il avait vue dans la maison de la vieille. « Oh oh, qui voilà? Une de mes deux sorcières. Je ne vais probablement pas tarder à voir l'autre. » dit-il. Mais quel ne fut pas son étonnement quand il la vit s'approcher de la fontaine et se dépouiller de la peau pour se laver, quand ses cheveux d'or se répandirent sur elle et qu'elle apparut plus belle que tout ce qu'il avait pu voir au monde. À peine osait-il respirer. Il allongeait le cou à travers le feuillage autant qu'il pouvait et la regardait fixement. Soit qu'il se fût penché trop, soit qu'il y eût une autre raison à cela, une branche vint à craquer brusquement. Et en un éclair, la jeune fille revêtit la peau, bondit comme un chevreuil, et, la lune s'étant voilée au même instant, elle fut dérobée à sa vue. À peine avait-elle disparu que le comte descendit de l'arbre et se mit à la poursuivre en toute hâte. Il n'avait fait encore que quelques pas lorsqu'il vit dans l'obscurité deux silhouettes qui déambulaient à travers la prairie. C'étaient le roi et la reine, qui avaient aperçu de loin une lumière dans la maison de la vieille et s'étaient dirigés de ce côté. Le comte leur raconta les merveilles qu'il avait vues près de la fontaine, et ils furent désormais certains qu'il s'agissait de leur fille perdue. Pleins de joie, ils continuèrent leur route et arrivèrent bientôt à la petite maison. Les oies dispersées aux alentours dormaient la tête cachée sous l'aile, et aucune ne bougeait. Ils regardèrent par la fenêtre et aperçurent la vieille qui était assise tranquillement, effilée, sans lever les yeux, avec de petits hochements de tête. Tout était parfaitement propre dans la chambre, comme si elle eût été habitée par ces petits sylphes aériens qui n'ont point de poussière à leurs pieds. Mais ils ne virent point leur fille. Ils considérèrent tout cela pendant quelques instants, puis ils finirent par s'armer de courage et frappèrent doucement à la fenêtre. On eût dit que la vieille les attendait, car elle se leva et s'écria d'une voix amicale. « Entrez, je vous connais. » Quand ils furent entrés dans la chambre, la vieille dit. « Vous auriez pu vous épargner tout ce chemin si vous n'aviez pas, il y a 3 ans, renvoyé injustement votre fille si bonne et si aimante. Elle n'a pas eu à en pâtir, elle a pendant 3 ans gardé les oies. Et durant tout ce temps-là, elle n'a rien appris de mauvais et a conservé la pureté de son cœur. Vous, en revanche, vous avez été suffisamment puni par l'inquiétude où vous avez vécu. » Puis, elle s'approcha de la chambre et dit. « Sors, ma petite fille. » La porte s'ouvrit, et la fille du roi sortit, vêtue de sa robe de soie, avec ses cheveux d'or et ses yeux brillants. On aurait dit un ange descendu du ciel. Elle courut vers son père et sa mère, se jeta à leurs cous et les embrassa, et ils pleurèrent de joie. Que pouvaient-ils faire d'autre? Le jeune comte se tenait près d'eux, et quand elle le vit, son visage devint rouge comme une rose, sans qu'elle sût pourquoi. Le roi dit. Ma chère enfant, j'ai déjà partagé mon royaume. Que pourrais-je te donner? Elle n'a besoin de rien. Je lui fais cadeau des larmes qu'elle a versées pour vous. Ce sont autant de perles plus belles que celles qu'on trouve dans la mer, et infiniment plus précieuses que votre royaume tout entier. Et pour récompense de ses services, je lui donne ma petite maison. Comme elle achevait ces mots, la vieille disparut. Il y eut de légers craquements, et quand ils se retournèrent, la petite maison s'était transformée en un palais superbe. Une table royale y était servie, autour de laquelle allaient et venaient des domestiques.
L'histoire n'est pas finie. Mais ma grand-mère, quand elle me l'a racontée, avait un peu perdu la mémoire. Elle avait oublié le reste. Je crois pourtant que la jolie fille du roi se maria au comte, qu'ils restèrent ensemble dans le palais, et qu'ils y vécurent dans la plus grande félicité aussi longtemps qu'il plut à Dieu. Savoir si les oies blanches étaient autant de jeunes filles. Ne vous avisez point d'y entendre malice, que la vieille avait recueilli, et si elles reprirent leur figure humaine et restèrent en qualité de suivantes près de la jeune reine, je ne peux rien affirmer. Mais je le soupçonne. Ce qui est certain, c'est que la vieille n'était point une sorcière, mais une bonne fée qui ne voulait que le bien. C'est probablement elle aussi qui avait accordé à la fille du roi, dès sa naissance, le don de pleurer des perles au lieu de larmes. Cela ne se voit plus aujourd'hui. Sinon, les pauvres auraient au fait de devenir riches.